1970, un petit club parisien voit le jour dans l'anonymat. 2024, le monde entier parle du PSG. En 50 ans, le club est passé des pelouses de province aux projecteurs du Qatar, des tribunes populaires aux loges de luxe. Mais cette ascension fulgurante, est-elle un succès ou une trahison? Voici l'histoire du Paris Saint-Germain, entre racines oubliées, rêves de grandeur et identité en crise. Tout commence à la fin des années 60. Paris, pourtant capitale d'un pays fou de football, n'a plus de grand club digne de ce nom. Le Stade Français est en déclin. Le Racing Club de Paris n'attire plus personne. Alors, une idée germe. Créer une nouvelle équipe pour redonner à Paris un club ambitieux. En 1970, le Paris Saint-Germain voit le jour, fruit de la fusion entre le Stade Saint-Germain, basé à Saint-Germain-en-Laye, et ce projet de club national. La FFF soutient l'initiative. Le nom est choisi. Paris Saint-Germain Football Club. Rapidement, le PSG monte en première division, mais l'idylle est de courte durée. En 1972, une décision politique fait éclater l'union. Le club est scindé en deux. Le Paris FC reste en D1, soutenu par la mairie de Paris, tandis que le PSG est relégué administrativement en troisième division. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2 ans, le PSG remonte, porté par une ferveur inattendue. En 1974, il retrouve la première division et s'installe définitivement au Parc des Princes. C'est le début d'une nouvelle ère. Les années 80 posent les premières pierres de la légende. Mustapha Daleb, Dominique Rocheteau, Safet Suchik, des artistes du ballon rond. En 1982 et 1983, le club remporte ses 2 premières Coupes de France. La ferveur monte. Le parc devient un lieu à part. On y vient pour le football, mais aussi pour le style parisien, pour cette identité qui commence à se forger. Mais le PSG reste encore un club à la française, modeste dans ses ambitions, populaire dans ses tribunes. Ce n'est que dans les années 90 que tout va basculer, car un nouvel acteur entre en scène, et lui, il ne veut pas juste un club, il veut une vitrine nationale. 1991, le paysage audiovisuel français change et Canal+ veut plus qu'être une chaîne cryptée. Elle veut un club à son image. Un club moderne, glamour, vendeur. Paris est tout désigné. Canal+ rachète le PSG. L'objectif est clair, faire rayonner la chaîne à travers le football. Les moyens suivent. Très vite, Paris recrute Ginola, Valdo, Ricardo, puis Weah, Rai, Le Guen, Lama. L'équipe est flamboyante, offensive, spectaculaire. Le Parc des Princes devient une scène, les caméras sont partout, les ralentis aussi. Et le PSG devient tendance, à la mode. En 1994, Paris est champion de France, à titre attendu depuis plus de 20 ans. Mais ce n'est que le début. En 1995, le club atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. En 1996, c'est l'apothéose. Paris remporte la Coupe des Coupes, un trophée européen que même l'OM ne possède pas. Le PSG devient l'un des clubs les plus respectés d'Europe. Rai soulève la coupe à Bruxelles, Weah part ensuite décrocher un ballon d'or. L'image du PSG explose. Les jeunes de toute la France commencent à porter le maillot rouge et bleu. Une nouvelle génération de supporters naît. On ne supporte plus Marseille par défaut. Paris est devenu un vrai choix. Mais cette réussite repose sur un équilibre fragile. Canal+ est une entreprise, pas un mécène. Et quand les résultats financiers ne suivent plus, l'enthousiasme s'effrite. Les saisons suivantes sont moins brillantes. L'équipe se fragilise, les coachs changent, les tensions internes se multiplient. Et peu à peu, Canal+ commence à se lasser. La magie semble s'éteindre. Le PSG a conquis l'Europe, mais en coulisses, la fête touche à sa fin. Et ce qui attend le club, c'est une décennie de turbulences. Car sans direction stable, même les plus grandes ambitions peuvent s'effondrer. Après les années Canal+, le PSG perd son éclat. Le départ de plusieurs cadres, la valse des entraîneurs et des dirigeants plonge le club dans une spirale d'instabilité. Les ambitions sont floues, les résultats irréguliers. Malgré quelques coupes nationales, le PSG n'est plus à l'heure. Paris n'est plus que l'ombre du club européen qu'il fut. En tribune aussi, la fracture s'installe. Le Parc des Princes devient un champ de tension.
Les supporters de Boulogne et d'Auteuil, longtemps moteurs de l'ambiance, s'opposent violemment. En 2010, après des affrontements mortels, le plan Leproux est lancé. Dissolution des groupes ultras, placement aléatoire aux tribunes, ambiance aseptisée. Le club perd ses voix, son âme, sa ferveur. Sur le terrain, c'est la déroute. En 2008, le PSG évite la relégation d'un cheveu. L'équipe ne fait plus peur à personne. Des joueurs moyens, une gestion hasardeuse, des projets sans vision. Le club, autrefois admiré, devient un objet de moquerie, voire de pitié. Même les supporters les plus fidèles se détachent. Et pourtant, en coulisses, quelque chose se prépare. Car un club qui porte le nom de Paris ne peut pas rester longtemps dans l'oubli. Et dans les bureaux feutrés d'un fonds souverain du Golfe, un plan se dessine. Le PSG, en perdition, va bientôt devenir l'un des clubs les plus puissants du monde. Mais à quel prix ? En 2011, le Qatar rachète le PSG via le fonds souverain QSI. Le message est clair. Paris doit devenir une vitrine du soft power qatari. Très vite, les investissements explosent. Pastore est le premier gros coup. Puis arrivent Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, Cavani, et plus tard Neymar et Mbappé pour des sommes records. Sur le terrain, le PSG domine sans partage la Ligue 1. Il enchaîne les titres, pulvérise les records, banalise l'excellence nationale. Mais l'objectif est ailleurs, l'Europe. Et là, les choses se compliquent. Malgré des effectifs de stars, Paris échoue souvent au moment décisif. Les éliminations en Ligue des Champions deviennent des traumatismes. Chelsea, Barcelone, Manchester, Madrid. Le rêve européen se transforme en obsession. Et pendant ce temps, l'image du club évolue. Le PSG devient une marque mondiale, suivi partout sur la planète. Maillot vendu à Séoul, tourné à Doha, visibilité maximale. Mais en France, beaucoup ne s'y retrouvent plus. L'identité populaire du PSG s'efface. Le club parisien devient un club global, sans racines apparentes. Les supporters historiques dénoncent un projet déshumanisé, gouverné par la communication, le marketing, l'image. Même le Parc des Princes, bastion sacré, est menacé d'abandon pour un nouveau stade. L'affaire Mbappé cristallise les tensions. Icône du club, enfant de Bondy, il devient malgré lui le symbole des contradictions du projet qatari. Venu pour faire gagner Paris, il s'en va sans Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG cherche un nouveau souffle. Luis Enrique tente de rebâtir autour d'un collectif jeune, plus discipliné, plus ancré. Mais le défi est immense. Redevenir un club respecté, aimé, crédible. Non pas seulement un géant financier, mais une institution du football. La question reste ouverte. Peut-on acheter la gloire sans perdre son âme ? Le Paris Saint-Germain, en un peu plus de 50 ans, a connu ce que la plupart des clubs vivent en un siècle. Naissance modeste, conquête glorieuse, chute brutale, renaissance spectaculaire. Il est passé d'un club local, porté par ses supporters, à une machine internationale, portée par des milliards. Et c'est peut-être là tout le paradoxe. Car si le PSG a gagné en puissance, il a aussi perdu une partie de ce qui faisait sa singularité. Aujourd'hui, il fascine autant qu'il dérange. Il fait rêver par ses stars, ses ambitions, ses moyens. Mais il pose aussi une question essentielle, que vaut un club sans mémoire ? Peut-on écrire l'histoire du football sans respecter ses racines ? Le PSG a encore le temps d'y répondre, mais l'histoire, elle, jugera.